Pour des millions de téléspectateurs, Drew Carey était l'homme au sourire facile, à la plaisanterie rapide et au genre de présence qui pouvait égayer une pièce entière. Semaine après semaine à la télévision, il apparaissait détendu, confiant et drôle sans effort, devenant ainsi l'un des artistes américains les plus reconnaissables. Pourtant, derrière ce sourire familier, se cachait une histoire bien plus compliquée que quiconque ne l'imaginait, une histoire marquée par le chagrin, le traumatisme, la dépression et des années de silence. Début 2025, après des décennies passées, à garder soigneusement cachées certaines parties de sa vie, Drew a finalement parlé plus ouvertement de l'obscurité qu'il avait portée pendant la majeure partie de son voyage. Ce qui a choqué beaucoup de gens n'était pas seulement ce qu'il avait révélé, mais combien de temps il avait porté seul ses fardeaux. Avant de monter sur scène, avant de devenir une star de la télévision, et bien avant que le public ne se moque de ses blagues, Drew avait déjà mené des batailles qui ont failli mettre fin à sa vie. Il y a eu 2 tentatives de suicide, des années de dépression et des expériences douloureuses de son enfance dont il parlait rarement en public. Pour un homme dont la carrière a été construite autour du bien-être des autres, la réalité de ce qu'il a enduré derrière des portes closes était déchirante. Drew Allison Carey est né le 23 mai 1958 à Cleveland, Ohio, dans une famille ouvrière qui ne s'attendait pas à ce que l'un des leurs devienne un jour un nom connu. Ses premières années semblaient assez ordinaires de l'extérieur, mais tout a changé lorsque la tragédie a frappé. Alors que Drew n'avait que 8 ans, son père Louis Carey est décédé d'une tumeur au cerveau, laissant une blessure qui ne guérira jamais complètement. Des années plus tard, Drew a admis que la plupart de ses souvenirs de son père étaient liés à la maladie et à la souffrance, ce qui rendait la perte encore plus douloureuse, car il n'avait jamais vraiment eu la chance de le connaître comme un parent en bonne santé et épanoui. La mort de son père a exercé une pression énorme sur toute la famille. Soudainement, sa mère s'est retrouvée seule à élever ses 3 garçons, tout en luttant pour maintenir la cohésion financière et émotionnelle du foyer. L'argent était serré, le stress devenait une présence constante et Drew se sentait souvent submergé par des émotions qu'il ne parvenait pas encore à comprendre. Même enfant, il éprouvait une tristesse qui semblait plus profonde que celle ressentie par la plupart des enfants de son âge, et cette tristesse le suivait année après année. À mesure qu'il grandissait, ses blessures émotionnelles ne faisaient que s'aggraver. Alors que de nombreuses personnes autour de lui voyaient un adolescent ordinaire, Drew menait tranquillement des batailles dans son propre esprit. Dans ses mémoires ultérieures, Dirty Jokes and Beer Stories of the Unrefined, il a révélé une autre vérité douloureuse qui était restée cachée pendant des années. Il a révélé qu'il avait été abusé sexuellement par un membre de sa famille pendant son enfance, une expérience traumatisante qui a laissé des cicatrices longtemps après les événements eux-mêmes. Ce qui a rendu la révélation si puissante n'était pas seulement l'abus lui-même, mais aussi le silence qui l'entourait. Pendant des années, il a gardé ce secret seul, enfouissant la douleur sous des couches d'humour et de confiance extérieure. Le livre est finalement devenu un best-seller, mais sa véritable importance n'a pas été mesurée par les chiffres des ventes. Cela se mesurait au courage qu'il lui fallait pour enfin parler d'expériences qu'il avait passé une grande partie de sa vie à essayer de dépasser. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, le fardeau émotionnel était devenu presque insupportable. À 18 ans, Drew a tenté de se suicider pour la première fois, croyant qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de l'obscurité qui le consumait. Plus tard, il a expliqué qu'il se sentait souvent en colère de voir les autres paraître heureux, alors qu'il luttait simplement pour passer la journée. Le sentiment d'isolement était si intense qu'il croyait sincèrement que le monde resterait inchangé s'il disparaissait. La douleur ne s'est pas arrêtée là. Au début de la vingtaine, il a tenté à nouveau de se suicider, prouvant que les blessures qu'il portait étaient bien plus profondes que la plupart des gens ne le pensaient. Avec le recul, il est difficile de concilier ces moments avec l'image que le public connaîtra plus tard. L'homme qui a fini par faire rire les studios de télévision était autrefois un jeune homme qui se sentait si désespéré qu'il se demandait si sa vie avait une quelconque valeur. Pourtant, malgré tout, il a continué à avancer. En 1980, à l'âge de 22 ans, Drew rejoint la réserve du corps des marines des États-Unis. Ce n'était pas une décision glamour, et elle n'était pas non plus motivée par des rêves de gloire. Au lieu de cela est devenu l'un des premiers tournants majeurs de sa vie,
lui donnant quelque chose dont il avait désespérément besoin, une structure, une discipline et un but. Pendant 6 ans, il a servi comme opérateur radio de campagne au sein du 25e régiment de marine dans l'Ohio, atteignant finalement le grade de sergent. L'armée a fourni des routines et des responsabilités qui ont contribué à stabiliser une vie qui semblait auparavant chaotique et incertaine. Pour la première fois peut-être, il appartenait à quelque chose de plus grand que lui. Les Marines n'ont pas pu effacer sa douleur, mais ils lui ont donné un cadre suffisamment solide pour continuer à la surmonter. Au cours de ces années, une autre facette de Drew a lentement commencé à émerger. Bien avant que les téléspectateurs ne connaissent son nom, il faisait déjà rire les gens de manière modeste et inattendue. Il a commencé à écrire des blagues pour David Lawrence, personnalité de la radio de Cleveland, qui a non seulement apprécié le matériel, mais l'a également encouragé à continuer à développer son talent. Cet encouragement est devenu l'un des cadeaux les plus importants que Drew ait jamais reçus, car il lui a donné une direction qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Au lieu de devenir soudainement comédien du jour au lendemain, il a développé ses compétences petit à petit. Il étudiait de manière obsessionnelle les livres de blagues, analysait ce qui faisait rire les gens et passait d'innombrables heures à peaufiner son matériel. Chaque représentation lui a appris quelque chose de nouveau. Chaque petit succès le poussait un peu plus loin vers un avenir qu'il ne parvenait pas encore à imaginer pleinement. En 1986, sa persévérance a finalement porté ses fruits lorsqu'il a remporté un concours de micro ouvert et a obtenu un poste de maître de cérémonie au Cleveland Comedy Club. Cette réussite a peut-être semblé mineure aux yeux des étrangers, mais elle représentait des années d'efforts et de confiance en soi. La comédie n'était plus un passe-temps ou une distraction, cela devenait une véritable carrière. Puis vint la percée qui changea tout. En 1991, Drew est apparu dans la 14e édition spéciale annuelle des jeunes comédiens de HBO, exposant son talent à un public beaucoup plus large. La même année, il se produit sur The Tonight Show, starring Johnny Carson, l'une des scènes les plus importantes de la comédie. Lorsque Carson l'a ensuite invité à s'asseoir sur le célèbre canapé, c'était plus qu'un compliment. C'était un signal pour l'industrie du divertissement qu'un nouveau talent majeur était arrivé. L'élan s'est rapidement construit par la suite. Drew est également apparu dans Late Night with David Letterman, s'imposant ainsi comme l'un des comédiens les plus prometteurs d'Amérique. En un laps de temps remarquablement court, il est passé du statut de musicien de club à celui de figure reconnue à l'échelle nationale. Des portes qui semblaient autrefois définitivement fermées s'ouvraient soudain partout. Hollywood l'a vite remarqué. En 1994, il signe un contrat de développement avec Disney et décroche un rôle principal dans The Good Life. Bien que le spectacle lui-même ait été relativement de courte durée, il a constitué un tremplin important. Cela a démontré que Drew pouvait faire bien plus que du stand-up et qu'il pouvait réussir sa transition vers la télévision scénarisée. L'année suivante lui offre une opportunité qui définira toute une époque de sa carrière. Aux côtés de Bruce Helford, il a créé The Drew Carey Show, une sitcom inspirée de ses propres expériences d'enfance à Cleveland. Créée le 13 septembre 1995, la série a rapidement trouvé son public et est devenue l'un des plus grands succès d'ABC. Les téléspectateurs se sont connectés à son humour, à ses personnages, auxquels on peut s'identifier, et à l'authenticité que Drew a apportée à l'écran. Ce qui a rendu son succès encore plus impressionnant, c'est le fait qu'il était profondément impliqué dans les coulisses. Il ne se contentait pas de raconter des blagues écrites par d'autres. Il aidait à créer le matériel, à façonner les histoires et à définir la voix du spectacle lui-même. Son précédent spécial HB au Drew Carey Human Cartoon avait déjà mis en valeur ses talents, lui valant une reconnaissance non seulement en tant qu'interprète, mais également en tant qu'écrivain et producteur. Au fil des années, The Drew Carey Show est devenu une institution télévisuelle. D'une durée de 9 saisons et produisant 233 épisodes, il a transformé Drew d'un comédien à succès en une star de télévision à part entière. Des récompenses ont suivi notamment un Satellite Award et un People's Choice Award, reflétant à la fois le respect de l'industrie et l'admiration du public. Au tournant du millénaire, il était devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Comme si ce succès n'était pas suffisant, il a simultanément construit un deuxième empire de la comédie grâce à qui appartient-il de toute façon? En tant qu'animateur et producteur exécutif,
Drew a contribué à initier une toute nouvelle génération à la comédie d'improvisation. Pendant des années, le public a regardé les artistes créer des moments hilarants à partir de leur imagination et de leur rapidité de réflexion. La série est devenue un autre chapitre déterminant de sa carrière et a encore renforcé sa place dans l'histoire du divertissement. Ce qui rend son histoire si extraordinaire, c'est le contraste entre le point où il a commencé et le point où il s'est terminé. L'homme qui a autrefois lutté contre une grave dépression a tenté de se suicider à 2 reprises et a fait face à des revers personnels répétés, a bâti l'une des carrières les plus réussies de la télévision. Il a été expulsé de la Kent State University à 2 reprises, a lutté contre ses démons intérieurs pendant des années et a souvent douté de son propre avenir. Pourtant, malgré tous les obstacles, il a continué à avancer jusqu'à atteindre des sommets que peu de gens atteignent. Le 21 février 2003, Drew Carey a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, symbole du chemin parcouru depuis le jeune homme en difficulté qui croyait autrefois qu'il ne manquerait à personne s'il disparaissait. Pour le public, cela ressemblait à la fin d'un livre de contes. Mais la vérité était plus compliquée. La célébrité, les récompenses, les émissions de télévision à succès et les rires n'ont jamais complètement effacé la douleur qu'il avait façonnée. Ils sont simplement devenus partie d'une histoire plus vaste qui explique pourquoi son sourire signifiait bien plus que ce que la plupart des gens avaient imaginé. Le voyage d'un jeune homme brisé à Cleveland à l'un des noms les plus reconnaissables de la comédie américaine semble presque trop intense pour y croire. Mais c'est arrivé. Puis vint un autre rebondissement. En juillet 2007, Drew a décroché le plus gros travail télévisuel de sa vie. Il a été choisi pour remplacer Bob Barker en tant qu'animateur de The Price is Right après la diffusion de la dernière émission de Barker le 15 juin 2007. L'annonce officielle a eu lieu le 23 juillet 2007. Et ce fut un moment énorme car Bob Barker animait l'émission depuis 35 ans. Pour de nombreux téléspectateurs, Barker n'était pas seulement un hôte, il était le spectacle. Donc assumer ce rôle signifiait entrer directement dans la pression, la comparaison et le doute. Et le contre-coup est venu avec. De nombreux fans de longue date étaient profondément attachés à Barker, alors Drew a accepté ce poste, alors que de nombreuses personnes étaient déjà incertaines, et certaines étaient ouvertement contre lui. La transition a semblé soudaine aux téléspectateurs, c'était personnel. Mais Drew a pris ce travail au sérieux. Il a appris chaque match, et c'était une tâche bien plus grande que ce que beaucoup de gens pensaient. Le prix est juste ne consiste pas seulement à sourire et à parler. L'hôte doit contrôler l'énergie, le timing, le rythme, le suspense et le flux de dizaines de pièces mobiles chaque jour. Il a dû gagner la confiance tout en se tenant dans l'ombre d'une légende. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a fait exactement cela. Les doutes n'ont pas gagné. En 2025, Drew Carey animait The Price is Right depuis plus de 17 ans. En d'autres termes, il a fait la seule chose que les critiques pensaient qu'il ne ferait peut-être pas. Il est resté. Et au fil du temps, il s'est approprié le rôle. Ce genre de longévité est rare à la télévision de jour où l'épuisement professionnel et le remplacement se produisent beaucoup plus rapidement. Drew a même déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite tranquillement. Dans une interview, il a utilisé une ligne directe qui disait tout à quel point le poste lui correspondait désormais. Il a dit « Je veux mourir sur scène ». Et même cela ne représente pas un tableau complet. Beaucoup de gens connaissent Drew Carey en tant que comédien et animateur de jeux télévisés. Mais moins nombreux sont ceux qui se rendent compte de l'étendue de sa vie. Avant la gloire, il a passé 6 ans dans la réserve du corps des marines des États-Unis, de 1980 à 1926. Puis en 2021, il a reçu le United States Navy Memorial Lone Sailor Award. Et le prix a été remis lors d'un épisode en direct de The Price is Right le 6 juillet 2021. Drew a déjà minimisé son service, affirmant qu'il était juste dans la réserve. Mais cette reconnaissance a clairement montré que le chapitre de sa vie comptait. Ensuite, il y a le côté sportif de son histoire qui semble presque aléatoire, jusqu'à ce que l'on réalise que sa vie n'a jamais vraiment évolué en ligne droite. Drew est devenu copropriétaire du Seattle Sounders FC. Et alors qu'il faisait partie du groupe de propriété, le club a remporté la Coupe MLS en 2016, puis à nouveau en 2019. Ainsi, le même homme qui est devenu célèbre en racontant des blagues et en animant un jeu télévisé en journée
a également connu un succès au niveau du championnat lié au football professionnel. Ce mélange est rare. En fait, il est difficile de trouver une autre carrière qui rassemble tout cela de manière aussi étrange et aussi nette. La vie de Drew Carey avait l'air drôle en surface, mais en dessous, il se passait toujours quelque chose de beaucoup plus lourd. Bien avant que les gens ne le voient comme l'animateur souriant de The Price is Right, il souffrait d'une douleur qui remontait à des années. Il a admis plus tard qu'il avait tenté de se suicider à 2 reprises, une fois à 18 ans et une autre au début de la vingtaine. Dans un souvenir, il a décrit avoir assisté à une fête de fraternité entouré de gens qui avaient l'air heureux alors qu'il se sentait complètement vide à l'intérieur. Il a également vécu une profonde perte au début de sa vie, notamment la mort de son père alors que Drew n'avait que 8 ans. Ainsi même, lorsque le succès est arrivé, les ténèbres n'ont pas simplement disparu. Cela restait avec lui, mais mieux caché. C'est ce qui rend son image ultérieure si frappante. En juillet 2007, Carey a accédé à l'un des emplois les plus difficiles de la télévision lorsqu'il a remplacé Bob Barker en tant qu'animateur de The Price is Right. Pour la plupart des gens, cela aurait constitué une pression suffisante pour les briser. C'était l'une des émissions de jour les plus célèbres d'Amérique et de nombreux téléspectateurs ne pouvaient imaginer quelqu'un d'autre à cet endroit. Mais Carey y est resté année après année. Et en 2024, il avait franchi 17 ans dans la série. Il n'a pas seulement survécu dans ce rôle, il en est devenu partie intégrante. Et cela rendait le contraste encore plus net, car l'homme en qui des millions de personnes faisaient confiance chaque jour menait toujours des batailles privées que le public ne pouvait pas voir. Puis, en 2010, une autre crise survient, et celle-ci l'oblige à agir. Carey a reçu un diagnostic de diabète de type 2, et l'avertissement qu'il a reçu était sérieux. Il a déclaré qu'un médecin lui avait clairement fait savoir que s'il ne changeait pas ses habitudes, sa vie serait plus courte. Ce n'était pas le genre de nouvelles qu'on pouvait ignorer. C'est devenu un point de rupture. Carey a répondu en remaniant sa routine, perdant environ 80 livres et passant d'une taille 44 à une taille 33. Il a suivi une approche stricte sans glucides et s'est engagé dans le cardio. À un moment donné, je faisais au moins 45 minutes par jour. Le résultat n'a pas seulement été une perte de poids spectaculaire. Il a déclaré plus tard qu'il n'avait plus besoin de médicaments contre le diabète. C'est pourquoi cela ne ressemblait pas à une phase de remise en forme de célébrité. C'était comme une survie. Mais le changement ne se produisait pas seulement dans son corps. À la même époque, Carey a également commencé à se reconstruire de l'intérieur. Il a déclaré que des livres d'auto-assistance et du matériel de développement personnel l'avaient aidé à sortir d'un profond trou mental. Des écrivains comme Wayne Dyer, Zig Ziglar et Og Mandino ont fait partie de ce processus, et ce n'était pas une solution miracle ou une courte phase. C'est devenu une habitude durable. Ce détail est important car il montre que son rétablissement ne consistait pas seulement à mieux paraître ou à perdre du poids. Il essayait de rester ensemble d'une manière beaucoup plus profonde. À l'écran, il ressemblait toujours à la star de télévision calme et stable que les gens connaissaient. Hors écran, il faisait le dur travail d'essayer de se sauver. Malgré tous ses progrès, sa vie personnelle ne cessait de lui apporter de nouvelles blessures. En octobre 2007, Carey s'est fiancé à Nicole Jarach. À l'époque, cela semblait plein d'espoir. Les rapports ont indiqué qu'ils étaient enthousiasmés par l'avenir, même s'ils n'avaient pas fixé de date de mariage. Mais cette relation s'est discrètement rompue en janvier 2012, après près de 5 ans de vie commune. Ce qui en fait plus que de simples potins sur les célébrités, c'est que Carey est resté impliqué dans la vie de son fils Connor, même après la rupture. Ce n'était donc pas seulement la fin d'une romance. Ce fut un véritable changement familial et un autre coup dur émotionnel pour quelqu'un qui souffrait déjà plus que la plupart des gens ne le pensaient. Puis, des années plus tard, une autre relation est entrée dans sa vie et a tout changé. En 2017, Drew Carey a rencontré Amy Hardwick lors d'une soirée hollywoodienne. Il avait 58 ans. Elle en avait 35. Leur connexion s'est développée rapidement. Carey a déclaré plus tard que leur premier rendez-vous avait eu lieu à Disneyland, ce qui donnait déjà à l'histoire une qualité étrange, presque onirique. Quelques semaines plus tard, il disait à ses collègues que si les choses continuaient ainsi, il l'épouserait. Il ne s'est pas apaisé dans la relation, il est tombé durement. Et pour un homme qui avait passé une si grande partie de sa vie à lutter contre la tristesse, ce genre d'espoir soudain devait paraître énorme.
En janvier 2018, ils étaient fiancés. Peu de temps après, Harwick est même apparu dans un épisode de la Saint-Valentin de The Price is Right où Carey l'a présenté à la télévision nationale comme sa fiancée. Ce moment a rendu la relation publique solide et dirigée vers quelque chose de réel. Des millions de téléspectateurs y ont vu une histoire d'amour menant au mariage. Mais l'image n'a pas tenu. Fin 2018, les fiançailles étaient terminées. Publiquement, la rupture a été décrite comme amicale, ce qui la rendait calme et nette. Pourtant, ce genre de mot peut cacher beaucoup de choses. Carey a précisé plus tard que ses sentiments pour elle n'avaient jamais vraiment disparu. Ce qui distinguait Harwick en premier lieu, c'était qu'elle semblait vivre plusieurs vies à la fois. Elle est née le 20 mai 1981 à Sellersville, en Pennsylvanie, et a été adoptée et élevée à Lansdale. Elle est diplômée de la North Penn High School en 1999. À partir de là, son chemin n'a jamais suivi une ligne simple. Tout en poursuivant ses études avancées en thérapie, elle a également travaillé comme entraîneuse personnelle, barman-danseuse go-go et mannequin Playboy. Plus tard, elle est devenue thérapeute conjugale et familiale, agréée à West Hollywood, se concentrant sur le conseil sexuel, qui est déjà un domaine qui exige à la fois confiance et force émotionnelle. En 2014, elle a publié la New Sex Bible for Women et a commencé à apparaître sur des podcasts et à la télévision, parlant ouvertement de santé mentale et de sexualité. Cette combinaison la rendait difficile à placer dans une seule boîte. Elle avait le glamour, le sérieux, l'avantage et l'intelligence réunis. C'est en partie ce qui a tellement attiré Carey. Elle n'était pas simplement une autre relation dans sa vie. Elle se sentait différente. Et même après la fin des fiançailles, le lien entre eux n'était clairement pas complètement mort. En fait, la preuve la plus obsédante en est venue dans les derniers jours avant sa mort. Le 13 février 2020, Harwick a envoyé un texto à Carey et lui a dit qu'elle pensait au pardon et qu'elle adorerait se rencontrer et parler. Carey a répondu qu'il adorerait ça aussi. Et il a ajouté 3 mots qui auront plus tard un poids dévastateur. « Je t'aime ». À l'époque, c'était juste une réponse chaleureuse à quelqu'un qu'il avait prévu d'épouser. Plus tard, c'est devenu leur dernier véritable échange. Puis, vint la nuit qui transforma tout en tragédie. Le week-end de la Saint-Valentin en 2020, Harwick était sortie avec des amis à Hollywood. La police a déclaré plus tard qu'elle était rentrée chez elle vers 1h02 le 15 février. Ce qui s'est passé ensuite a été violent et rapide. Sa colocataire a entendu des cris et des bruits de corps frappant le sol. Harwick a ensuite été retrouvée à environ 20 pieds sous le balcon de sa maison au 3e étage d'Hollywood Hills. Elle était encore en vie lorsqu'elle a été découverte mais grièvement blessée et elle est décédée plus tard à 3h26 du matin au centre médical Cedars-Sinai. Elle n'avait que 38 ans. Dès le début, cela ne ressemblait pas à une simple chute. Les enquêteurs ont trouvé des traces d'une bagarre à l'intérieur de la maison. Elle présentait de graves blessures et des marques sur son cou montrant qu'elle avait été étranglée. Une traînée de chapelets menait de la salle de télévision à la chambre puis au balcon. La police a également trouvé une seringue contenant du liquide et les procureurs ont déclaré plus tard que le liquide était de la nicotine, quelque chose qui pourrait être utilisé comme poison. Tout cela a rendu la scène plus sombre et plus délibérée. Ce n'était pas le chaos en une terrible seconde. Il suggérait une planification. C'est pourquoi l'attention s'est rapidement tournée vers Garrett Pursehouse, un ex-petit ami que Harwick avait déjà accusé d'abus. Elle avait déposé des ordonnances de non-communication contre lui des années plus tôt. Et selon certaines informations, elle aurait dit à ses amis qu'elle avait peur de lui. Ainsi, lorsque la police l'a arrêté 14 heures seulement après la mort de Harwick, l'affaire avait déjà une tournure effrayante. Les enquêteurs ont également déclaré qu'il avait des égratignures au cou à la poitrine et au bras, ainsi qu'une grande ecchymose qui ressemblait à une marque de morsure. Ces détails faisaient état d'une lutte brutale à l'intérieur de sa maison, avant la chute mortelle du balcon. Les procureurs ont déclaré plus tard qu'il était entré par effraction, avait attendu à l'intérieur, l'avait attaqué étranglé, puis jeté par-dessus bord. Pour Carey, les dégâts émotionnels ont été immédiats et accablants. Lorsque Harwick a été tué le 15 février 2020, il a publié l'une des déclarations publiques les plus crues de sa vie.
Il a dit qu'il était accablé par le chagrin et a demandé à ce que l'on respecte son intimité. Il a également décrit leur amour comme le genre de chance que les gens ont la chance d'avoir une fois dans leur vie. C'est ce qui a rendu la réponse si puissante. Il n'avait pas l'air poli. Il n'avait pas l'air d'un hôte lisant des lignes. Il avait l'air brisé. Pour un homme qui avait déjà passé des années à cacher sa dépression derrière l'humour, cette perte a tout déchiré. La production de The Price is Right a même été interrompue pendant un certain temps après sa mort, ce qui a montré à quel point la tragédie l'a frappé ainsi que les gens qui l'entouraient. Et ce qui rendait les choses encore plus difficiles, c'était la forme cruelle de la chronologie. Leur romance avait évolué rapidement. Les fiançailles les avaient fait ressembler à un couple se dirigeant vers le mariage. La rupture s'est produite, mais pas avec la haine du public. Puis est venu ce dernier texte sur le pardon d'éventuelles retrouvailles et un dernier « Je t'aime ». Dans une autre version de la vie, c'est peut-être là que l'histoire commence à guérir. Au lieu de cela s'est terminé par des violences à peine 2 jours plus tard. Carey a déclaré plus tard que même avant sa véritable mort, la rupture avait déjà ressemblé à une mort. Après son départ, ce sentiment est devenu bien pire. Le dossier juridique a progressé lentement, mais il a quand même progressé. En septembre 2023, après environ 2 jours de délibération, un jury a déclaré Garrett Pursehouse coupable de meurtre au 1er degré. L'affaire comprenait également un cambriolage et un constat spécial de meurtre en attente, ce qui a rendu le crime encore plus grave devant le tribunal. Puis en décembre 2023, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cela signifiait qu'il ne serait jamais libéré. Pour la famille et les amis de Hardwick, c'était la justice après des années d'attente. Mais pour Carey, justice et guérison n'ont jamais été la même chose. Il a admis plus tard que cette condamnation lui avait permis de tourner la page, mais pas de lui apporter la paix au sens simple du terme. Il a déclaré que Hardwick était toujours avec lui et qu'au début de 2025, il parlait plus ouvertement que jamais de la douleur qu'il avait endurée tout au long de sa vie. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont appris à quel point son passé était sombre. Il a révélé les 2 tentatives de suicide, a décrit ces moments comme des appels à l'aide et a expliqué à quel point la dépression l'avait profondément marqué. Les fans qui ne connaissaient que le joyeux animateur du jeu télévisé étaient stupéfaits. L'homme qui avait fait carrière dans le rire admettait qu'il avait failli perdre la vie à cause du désespoir à plusieurs reprises. Dans le même temps, il a également expliqué pourquoi la comédie avait toujours autant d'importance. Dans une interview, en mars 2025, Carey a déclaré que l'humour était son moyen de sortir de l'obscurité. Il a parlé de traiter la tragédie à travers des blagues et d'utiliser le rire pour briser le charme de la dépression même lorsqu'il était plus jeune. Soudain, toute sa carrière s'est révélée différente. La comédie n'était pas seulement du talent, ce n'était pas seulement du travail, c'était un radeau de sauvetage. Même le prix commence à paraître plus élevé dans cette optique. Être sur cette scène n'était pas seulement une question de jeu de prix et de faire tourner une roue. Cela faisait partie de la façon dont il se maintenait à flot. Et cet étrange mélange le définit depuis des années. D'un côté, il y a le public Drew Carey, l'artiste OCV, tout à fait inhabituel. Il a publié Dirty Jokes and Beer Stories of the Unrefined en 1997, qui est devenu un best-seller du New York Times. Il a servi dans la réserve du corps des marines des États-Unis de 1980 à 1986 et a atteint le grade de sergent. Il a participé au Royal Rumble en 2001 et a ensuite été intronisé au temple de la renommée de la WWE en 2011. Il est également devenu propriétaire minoritaire du Seattle Sounders FC, une équipe qui a remporté les coupes MLS en 2016 et 2019. Il y a presque trop de versions d'une seule personne pour y croire à la fois. Mais de l'autre côté, il y a le privé Drew Carey, l'homme façonné par la perte, la dépression, les problèmes de santé, les relations brisées et une tragédie à laquelle il n'a jamais complètement échappé. C'est pourquoi son histoire reste dans la mémoire des gens. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un comédien ou d'un animateur de télévision. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'a cessé de se faire frapper, d'essayer de se reconstruire et de trouver des moyens de survivre, parfois par la discipline, parfois par les livres, parfois par le travail, parfois par les blagues, mais toujours par l'effort. Et c'est peut-être ce qui rend l'atterrissage si difficile. Pendant des années, le public a vu quelqu'un de stable, drôle et sûr. Puis petit à petit, l'histoire la plus profonde est apparue. Les tentatives de suicide, le diagnostic de diabète en 2010,
Et la perte de poids de 80 livres qui a suivi les fiançailles rompues en 2012. La romance éclair avec Amy Harwick en 2017. Les fiançailles en 2018. La rupture plus tard dans l'année, le dernier texte d'amour, le 13 février 2020. Et le meurtre le 15 février, puis la longue attente jusqu'à la condamnation en septembre 2023 et la condamnation à perpétuité en décembre 2023. Et enfin, les confessions de 2025, lorsque Carey a laissé au monde voir à quel point il était sur le point de disparaître bien avant que tout cela n'arrive.